nous semblons découvrir en 2026. Vous êtes d'accord avec cette approche ou pas ? Oui, je suis d'accord. C'est ça qui est assez fou. C'est que nous découvrons quelque chose qui existe pourtant depuis des décennies. Et il faut attendre je ne sais combien de drames pour peut-être qu'on en parle à la hauteur de l'enjeu. Alors, il y a également un documentaire, il faut le signaler, sinon je vais oublier d'ici la fin de l'émission, intitulé Inceste, le combat d'une vie, réalisé par Stéphanie Pilonka, qui est sur la plateforme arte.tv. Vous pouvez la consulter, aller voir ce documentaire quand vous le souhaitez. Un enfant sur 10 est victime d'inceste en France. C'est le départ, c'est un sondage Ipsos de 2020. Vous racontez votre propre histoire, je pense qu'il faut y revenir. Stéphie Alexandrion, vous avez été vous-même victime d'inceste. C'est le départ de ce livre. Oui, bien sûr, c'est toute l'introduction qui est assez personnelle à la différence du corps même du livre, où j'explique que depuis mes plus jeunes souvenirs, mon père abusait de moi et que c'est à l'âge de 11 ans que j'ai demandé de l'aide à ma mère, mais qui ne m'a pas protégée. Et seulement à 13 ans que les procédures judiciaires ont été enclenchées. Puis 1 an après, mon père a été condamné à seulement 3 ans, dont 1 année ferme. Il a bénéficié de ce qu'on appelle la correctionnalisation, donc il n'a été condamné que pour des agressions et non les viols que je dénonçais. Et quand il est sorti, il a obtenu le droit de voir librement mes petits frères, dont le plus jeune d'entre eux, Karl, 2 ans, y compris dès son incarcération au parloir. On incarcère un homme pour des faits de pédocriminalité, mais on envoie ses fils aller le voir. Il est là le scandale, il démarre là. Oui. Le traitement judiciaire de prédateurs comme votre père, qui au fond ensuite retrouve la liberté et puis veut se comporter en père qu'il n'est pas en réalité. Qu'il n'est pas, qu'il n'a jamais été, qu'il ne sera jamais, parce que le propre de ces délinquants et criminels, c'est qu'ils récidivent. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, puisque mon petit frère Karl a par la suite dénoncé des faits d'un même niveau de gravité en ce qui concerne les violences sexuelles. Et au suicide de notre maman en 2019, quand il avait 9 ans, j'ai sollicité sa garde à sa demande. Et là, j'ai à nouveau fait face à une justice qui prônait le maintien du lien et qui parlait de rétablir la relation père-fils. Donc, je l'ai élevé au quotidien avec ma fille, du haut de mes 22 ans jusqu'à mes 24 ans, mais au bout de 2 ans... Vous avez eu un enfant aussi, de votre côté ? Oui, je suis devenue maman à l'âge de 17 ans. Donc assez jeune. C'est tôt. Oui. C'est tôt, oui. Trop tôt, mais c'était malgré tout le plus beau choix de ma vie. Et ça a aussi permis que je sois déjà habituée au quotidien avec un enfant. Mais votre jeune frère s'est également donné la mort ? Exactement, 2 ans en fait. J'ai passé 2 ans à me battre pour lui dans les tribunaux. Et 2 ans après, il s'est suicidé, ne supportant pas qu'on lui oppose quasi... chaque semaine, la nécessité de rétablir la relation avec son père, dont il disait, quand je pense à mon père, je pense à la mort. Si vous me forcez à le voir, je me suicide. Stéphie Alexandrion, vous êtes battue contre votre père, mais également contre l'institution, qui ne vous a pas écouté. Quand je dis l'institution, c'est judiciaire, en quelque sorte. Oui, je continue. Aujourd'hui, ce qui est très difficile pour moi, c'est que le premier magistrat à ne pas avoir protégé mes frères est aujourd'hui le magistrat le plus médiatisé sur ces questions. Je vous laisse imaginer ce que je ressens depuis 5 ans quand je l'entends raconter partout qu'il faut protéger les enfants, que je n'ai pas d'excuses et qu'on sait que pendant 2 ans, il n'a pas eu de problème à ce que mon père voit mes frères au parloir, puis tranquillement, week-end et vacances. Et ensuite, c'est un deuxième juge, un juge des affaires familiales. Et vous voyez, c'est un peu une chaîne où finalement, vous avez un premier maillon qui faillit, puis un deuxième. Et on arrive à plus d'une décennie d'absence de protection. Et 3 morts, puisque j'ai perdu ma mère et mes 2 frères en l'espace de 2 ans. Dans ce livre, il y a effectivement ce récit qui est l'introduction, mais de votre essai est consacré à, on va dire, à comment corriger ce qui, c'est même pas une injustice, j'arrive pas à trouver les mots justes, Stéphie Alexandrion, c'est tout un système, toute une société qui n'arrive pas à mettre des mots et à prendre conscience de ce qui se passe. Parce qu'au fond, ce que vous avez vécu, vous, est un phénomène massif dans ce pays. Oui, ça je l'ai découvert il y a 5 ans quand j'ai témoigné pour la première fois. Non pas que je me pensais unique, mais que j'espérais qu'on ne soit pas autant. Et chaque jour, je m'étonne un peu plus du nombre de victimes et surtout du nombre de ratés, pour être un petit peu cash. Je dirais qu'il y a 2 biais. Il y a un premier qui concerne le manque de moyens, même si notre président de la République ne veut pas l'entendre, il y a un manque de moyens. Et je crois que par ricochet, il y a un deuxième biais, qui est peut-être le premier, à savoir un manque de volonté. Un manque de volonté à affronter ces questions, ce fléau, à le traiter à la hauteur de ce qui s'y joue, à savoir des vies d'enfants. Et quand c'est pas le prédateur qui finit par ôter la vie à l'enfant, c'est finalement les violences qu'il lui a imposées qui l'amènent à s'ôter la vie lui-même. Le problème n'est pas seulement, c'est ce que vous nous dites, structurel. C'est un état d'esprit général. Est-ce que vous avez la sensation que l'on écoute davantage les adultes que les enfants ?
Oui, amplement. Un adulte n'a pas à démontrer que sa parole est X ou Y, alors que pour un enfant, sa parole ne vaut le plus souvent pas grand-chose. Alors dans votre essai, ça démarre sur penser la violence subie par l'enfant. C'est assez précis ce que vous décrivez. Vous proposez une sorte de proposition que vous faites. En fait, il y a aussi des évidences. Quand on lit ça, on se dit mais oui, c'est vrai. Vous dites par exemple les auteurs des violences ne les dissimulent pas, mais ils les justifient dans leurs témoignages. Au fond, ils ne se cachent pas, mais ils trouvent ça normal. Oui, alors vous avez plusieurs types d'agresseurs, tous ne sont pas comme ça, mais il est vrai que pour la plupart, il suffirait de creuser un peu et d'observer pour comprendre où est la déviance sexuelle, si je puis dire. Parce que la difficulté que vous soulignez aussi, c'est que les violences sexuelles exigent des preuves. Et souvent, dans le traitement des affaires, elles sont classées sans suite, faute de preuves, parce que les prédateurs se cachent. En réalité, ils savent se cacher. Alors, c'est ce qu'on appelle un classement 21, c'est le plus répandu dans ce domaine. C'est un classement pour insuffisance, en fait, au niveau de la caractérisation de l'infraction. Et donc, quand on considère qu'on n'a pas assez d'éléments, on classe au motif qu'on n'a pas assez pour prouver, et donc pour renvoyer devant une juridiction qui, elle, aura l'objectif de condamner ou d'acquitter, si je puis dire. Et effectivement, dans ce domaine-là, on considère, parce que ces hommes-là, si je puis dire, parce que le pourcentage de femmes est infime, on parle de 2%, eh bien, ne laisse pour certains pas de traces, pour beaucoup pas de traces. Et dans ce cas de figure, vous avez une juridiction ou une justice qui va vous dire, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et on se rend compte très vite que la parole de l'enfant vaut moins que la parole de l'autre, qui est celle de l'adulte. Passé le constat, il y a les propositions, il y en a quelques-unes. Vous défendez la suspension immédiate de l'autorité parentale en cas de maltraitance. Certains vous disent, j'ai vu ça, que cela risque de remettre en cause la présomption d'innocence. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, ce sont des problèmes compliqués, toujours. Oui, mais pas compliqués pour la juriste que je suis, puisque je les traite à l'université, et que quand on s'engage, par exemple, dans un doctorat, on doit être capable de prendre du recul. Et c'est aussi, je crois, ce qui fait que ma parole est constructive, puisque elle est pas tant biaisée que cela. Donc oui, pour la présomption d'innocence, il n'est pas question d'y porter atteinte, du moins le moins possible. Mais reste qu'on ne peut pas amener des enfants qui libèrent leur parole et qui disent papa me met dans la bouche à retourner chez ce fameux père qui leur donne des envies de se suicider, enfin de se faire du mal, et qui rompent le lien même avec la vie, parce que le propre de ces violences, c'est qu'elles tuent. Il faut vraiment pas minimiser les conséquences qu'elles ont sur l'enfant. Vous entendez les débats qui ont suivi le meurtre de Liana dans ce pays, avec des personnalités politiques qui mettent des propositions sur la table. Il y a eu Sébastien Lecornu, la perpétuité, des propositions également sur les durées d'enquête, rendre certaines affaires imprescriptibles, etc., etc. On a la sensation, corrigez-moi Stéphanie Alexandrian, que on va dire le droit aujourd'hui serait inadapté à ce type de crime. Or, certains disent que au fond tout est dans les textes, on peut les appliquer, il suffit de les appliquer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Première chose, et ensuite, que dites-vous de cette on va dire je sais pas dire, ce mot est un peu trivial, cette foire aux propositions, mais on sait qu'elles ne seront jamais suivies d'effet, ou pas forcément avant le prochain crime. Est-ce qu'il y a des propositions qui pourraient être tout de suite, que vous faites d'ailleurs dans votre livre, on va dire applicables, qui seraient efficaces? Alors, tout de suite, en termes législatifs, non, puisqu'on ne fait pas voter une loi du jour au lendemain non plus. Et puis, l'histoire a quand même prouvé que réagir sur la base d'un fait divers amenait une multiplication des lois. Et on a déjà du mal à appliquer celles que l'on a. Donc, les multiplier, c'est pas toujours la solution, même si je suis pour, de manière générale, une loi quand même intégrale. Il est grand temps qu'on arrête de se disperser à droite et à gauche et qu'on sache travailler ensemble de manière générale, entière, complète, de mon point de vue, sur ce fléau. Il y a des propositions intéressantes. Je pense que de toute façon, et je vais faire à nouveau ma juriste, mais la fonction même de la peine et de l'exécution de celle-ci, c'est principalement, ou en grande partie, le fait de prévenir la récidive. Vous pouvez pas prétendre prévenir la récidive quand c'est la 3e fois que monsieur est condamné pour des violences sexuelles sur mineurs, et que, au mieux, il fera 2 ans et quelques mois de détention. Je veux dire, c'est absolument pas possible. Vous voulez dire quoi? Il faudrait une peine qui soit plus efficace? Alors moi, j'ai envie de suivre Robert Badinter sur le fait que la peine de mort n'a pas lieu d'être, et je comprends la souffrance de la doxa, et on a quand même une opinion commune qui est de plus en plus radicale sur ces questions. Maintenant, je pense que, sans aller dans ces extrêmes, on peut
peut parler de perpétuité. Et je crois qu'à un moment, il faut aussi faire face à une réalité qui est, outre ce fléau, le fait que ces hommes-là récidivent quasi systématiquement. Et donc, dès lors qu'on n'est pas capable de protéger les enfants, peut-être que le minimum, c'est les tenir très loin d'eux. Et on n'en a pas les moyens aujourd'hui, on le voit au quotidien. Toujours la question des moyens qu'il faut déployer pour essayer de réfréner ces problèmes. Stéphie Alexandrian, nous marquons une pause. Vous revenez dans un instant pour les violences qui tuent l'enfance, votre essai à l'Observatoire avec le Laboratoire de la République. Nous reprendrons un témoignage également, vous qui nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite pour la suite de La Vérité en face. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Achilli. Avec notre invité Stéphie Alexandrian, auteur de l'essai Les violences qui tuent l'enfance, et un témoignage avec vous. Séverine, vous nous appelez du Lot. Bonjour Séverine. Oui, bonjour. Bonjour à votre invité. Bienvenue sur l'antenne de Sud Radio. Vous avez entendu Stéphie Alexandrian, son récit et ses propositions. Vous voulez témoigner ce matin, j'imagine, Séverine ? Oui, je voudrais témoigner et puis déjà dire bravo pour tout ce qu'elle, le parcours et tout ce qu'elle, Stéphie peut entreprendre à ce sujet, parce qu'effectivement c'est un sujet que j'ai connu. Alors c'est pour ma part, c'était pas de l'inceste familial, c'était par un voisin en fait, où j'ai subi des attouchements pendant plusieurs mois, on va dire. Et aujourd'hui, mon témoignage est où c'est très compliqué. À l'heure encore actuelle, je parle parce que quand ça m'est arrivé, il y a déjà de nombreuses années, j'en ai parlé à personne, parce que la honte, parce qu'on m'avait demandé le notaire, etc. Donc je pense que maintenant les personnes victimes aujourd'hui ont conscience que ça se passe de cette manière bien souvent. Et puis c'est sorti, évidemment, et heureusement j'ai envie de dire pour moi maintenant. Il y a de nombreuses années, il y a quelques années, pardon. Et quand c'est sorti, j'ai découvert puisque je connaissais cet homme, je savais qui il était, où il était encore et où il habitait. J'ai fait des recherches et j'ai découvert que sa femme était assistante maternelle. Donc j'ai envoyé. Alors ça m'a pris un peu de temps parce que il a fallu que je fasse un travail déjà sur moi-même. Mais malgré tout, ensuite j'ai envoyé des courriers en recommandé à la mairie, j'ai déposé plainte, etc. par rapport à ma situation à moi, on va dire. Et puis il n'y a pas eu de suite. Le dossier a été classé sans suite. Donc je suis aujourd'hui toujours dans le questionnement de me dire, est-ce que sa femme est toujours en activité ? Est-ce qu'il y a eu d'autres enfants ? Je ne sais pas. C'était il y a combien d'années, Séverine ? Alors cette histoire s'est passée il y a très très longtemps, très longtemps, même. Donc, oui, mais c'est pour souligner la persistance en fait de la souffrance des personnes qui subissent ces violences. Que lui dites-vous, Stéphanie Alexandrian, à Séverine ce matin ? Oui. Je vous dirais merci déjà et que vous êtes extrêmement courageuse et que malheureusement ce que vous décrivez me parle. C'est le quotidien de l'association Karl. C'est à titre personnel aussi, sachez-le, le mien. Vous avez dû entendre mon témoignage. Aujourd'hui, mon père, condamné, est seul avec mon demi-frère de 10 ans. Donc je ne peux que comprendre votre angoisse et rappeler aussi que pour beaucoup de victimes, on parle pas forcément pour nous, mais on parle aussi pour éviter à d'autres ce que nous, on a vécu. Et je trouve très courageux que vous preniez cette parole aujourd'hui parce que vous allez peut-être convaincre une des personnes qui nous écoutent à dénoncer à son tour. Et ça reste malgré tout la solution. Séverine, encore un mot pour répondre à Stéphie Alexandrian. Vous souhaiteriez que quand même votre parole soit enfin, j'ai envie de dire, entendue ? Oui, totalement, oui. Parce que je demandais, entre guillemets, une réparation pour moi-même, mais pas spécialement d'aller en justice, sauf quand j'ai découvert qu'elle était assistante maternelle. Après, j'étais adulte quand j'ai commencé à faire les démarches, les procédures. Je peux vous dire qu'il y a même pas, il y a à peine 10 ans. Donc c'est pas très ancien. Elle était encore en activité et aujourd'hui je m'inquiète et clairement, je me pose des questions régulièrement, me demandant s'il n'y a pas eu d'autres enfants encore aujourd'hui par cet homme et je suis inquiète par rapport à ça, mais j'ai pas de moyens, pas de recours parce que j'ai même écrit à la mairie pour dénoncer comme quoi voilà. Il ne s'est rien passé, j'ai eu aucun retour de personne. Persister, c'est ce qu'on peut dire, Stéphie Alexandrian. Il faut que Séverine persiste dans ses démarches. Malheureusement, on espère qu'elle sera entendue un jour. Est-ce que vous avez fait un courrier au procureur de la République ? Vous pourriez tenter cela, non ? Les derniers mots encore avec vous, Séverine. Courrier au procureur de la République. Moi, je vous invite à faire un courrier en recommandé et vous détaillez, vous êtes au plus factuel possible.
et vous le refaites plusieurs fois si nécessaire, et vous faites un courrier au garde des Sceaux. Allez, courrier au procureur de la République et au garde des Sceaux, conseillé par Stéphie Alexandrian en direct sur l'antenne de Sud Radio. Merci Séverine. Pierre, je vous prends rapidement. Vous êtes à Perpignan. Vous êtes ancien chef d'établissement à la retraite. Oui. Hein. Que dites-vous ce matin ? Je disais qu'on avait supprimé dans les collèges l'infirmière, et je pense que le bureau de l'infirmière était un bureau où l'enfant pouvait venir tout seul et parler des problèmes qu'il avait. Je pense que ces choses-là ne peuvent pas se faire dans un groupe frontalement, et je pense que ça a été une erreur vraiment de supprimer les infirmières dans les collèges. Voilà. Deuxièmement, je pense que en tant que chef d'établissement, j'avais appliqué la circulaire de février 45, la notion d'enfant en danger, pour une enfant qui m'avait été signalée, qui faisait des trucs sexuels dans le village à côté. C'était au mois de mai. J'ai été appelé aux lettres recommandées au procureur de la République. Voilà. J'ai été appelé au tribunal pour enfants au mois de septembre. Eh oui. Trop tard. C'est toujours ces délais. Merci Pierre pour ce témoignage d'ancien chef d'établissement. Pour répondre à ce que dit Pierre à l'instant, Stéphie Alexandrian, la disparition des infirmières, c'est vrai, c'est partie de ces rouages. Alors il reste, parce que je suis assez étonnée d'entendre ça, parce que ma fille est collégienne depuis cette année. Et alors son collège a la chance d'avoir une infirmerie. Pas partout. Maintenant, si on prend l'idée même, là où il a raison et là où il y a une vraie piste de réflexion, mais l'essai en question ne faisait que 100 pages, donc je pouvais pas détailler. Il y a tellement plus à dire et d'idées encore à donner, d'évidence même. Mais je pense que effectivement, il y a un rôle clé au niveau de l'éducation nationale, au niveau de la scolarité de l'enfant, et qu'investir ce lieu par l'intermédiaire de personnes de confiance que peuvent être l'infirmière, le médecin, la psychologue, etc. Sont aussi des moyens de permettre à l'enfant de parler, de demander de l'aide, dès lors qu'il en ressent non seulement le besoin, mais surtout l'urgence. Merci Pierre depuis Perpignan. L'association Carl, Stéphie Alexandrian, j'imagine que la tâche est immense. La tâche est immense, et s'engager comme je le fais, œuvrer comme l'association Carl le fait, c'est vivre chaque jour avec une frustration qui est indicible, parce que au final. Quel est votre quotidien au sein de l'association Alors mon quotidien ressemble à rien. Je dirais qu'il ressemble à des nuits pour la plupart de, 2 heures à 4-5 heures dans le meilleur des mondes. Et que je passe ma journée à compenser les défaillances étatiques, à combler, compenser, et expliquer à des êtres humains, des parents dits protecteurs, des enfants pour la plupart, bien que c'est pas parce que la justice classe qu'elle ne croit pas, que si, que ça, et vous retrouvez à expliquer l'inexplicable, l'indéfendable. Et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Je vous disais en off avant qu'on échange la situation d'une famille qu'on accompagne, je trouve être un très bon exemple, puisqu'elle cumule, comme j'en parle dans l'essai, 3 types de violences, c'est-à-dire que vous avez une maman qui est reconnue victime de violences conjugales, donc du père de ses 2 derniers enfants, son mari. Ensuite, les enfants qu'elle a d'une première union, dans la foulée de la condamnation du départ pour des violences conjugales, dénoncent des viols incestueux, donc des faits graves. Il est mis en examen, ce qui est plutôt un pourcentage chanceux par rapport aujourd'hui à ce qui est pratiqué en termes de classement sans suite. Une instruction criminelle est ouverte. Dans la foulée, on lui laisse le droit de voir ses plus jeunes enfants un week-end sur 2, la moitié des vacances. Il est condamné il y a quelques jours pour des violences physiques, des violences dites habituelles sur les 2 enfants qui ont 4 et 6 ans. Et vendredi prochain, les enfants vont devoir y retourner. Et vous vous battez, j'imagine, pied à pied sur chaque dossier. Merci Stéphie Alexandrian. Je rappelle le titre de votre essai, Les violences qui tuent l'enfance, l'enfer intrafamilial. Vous parlez d'expérience, mais vous évoquez surtout votre engagement et ces nombreuses propositions pour faire avancer cet immense problème de société aujourd'hui, aux éditions de l'Observatoire avec le laboratoire de la République. Nous avons envie de vous entendre encore et encore, mais il suffit déjà de commencer par lire cet essai et puis de voir le documentaire qui est sur arte.tv. Et bonjour à vous, bienvenue Valérie, expert. Bonjour Jean-François Aquili. Écoutez, il nous a semblé important à nous de parler aussi d'autres femmes dont on parle peu, celles qui vivent dans des zones de guerre, et on reçoit ce matin son Altesse Royale, la Grande Duchesse du Luxembourg, Maria Teresa Eshekeba Hachemi, présidente de l'ONG Stand, Speak, Rise Up. Elles ont lancé cette association pour venir en aide
d'aide aux femmes victimes de viol, le viol utilisé comme arme de guerre. On en parle peu, mais il y a de nombreux pays dans lesquels des zones désertées se retrouvent envahies par des hommes qui, pour se venger par barbarie, violent ces femmes, les mettent enceintes, si je puis m'exprimer ainsi, volontairement. C'est quelque chose d'absolument abominable, et cette association aide ces femmes à se relever, à se reconstruire. On va en parler dans un instant. Et puis à partir de 11h, les réseaux sociaux dépassent désormais les médias traditionnels. Il y a eu un vrai basculement. Et puis la loi anti-casseurs, enfin le casseur payeur. 0826 300 300 pour réagir à tous ces sujets.